En 1315, l'Europe a connu le pire hiver depuis 500 ans. Les températures ont chuté à des extrêmes jamais vus depuis des siècles. Certaines régions connaissant des températures inférieures à -29 °C. La neige a enseveli des villages entiers pendant des mois. Les récoltes avaient été catastrophiques l'été précédent. Les réserves de grains s'épuisaient déjà. Pourtant, les paysans médiévaux ont survécu dans des proportions supérieures aux populations modernes, confrontées à des catastrophes hivernales comparables. Comment? Parce qu'ils suivaient un protocole. Pas de la chance, pas de l'espoir. Une séquence systématique de préparatifs affinés au fil des siècles par essais et erreurs, transmise de génération en génération, validée par la survie. Ce protocole commençait fin août, avant que la première feuille ne change de couleur. Il ne prenait fin qu'en février, lorsque le sol dégelait enfin suffisamment pour être travaillé. Chaque étape avait un objectif. Chaque action avait été calculée par l'expérience amère. Rien n'était laissé au hasard. Les experts modernes en survie étudient ce protocole aujourd'hui. Les archéologues l'ont validé par l'excavation et l'expérimentation. Les historiens l'ont documenté à travers les registres des guildes et les comptes seigneuriaux. Ce n'était pas de la superstition primitive, c'était de l'ingénierie. De l'ingénierie thermique, de la science alimentaire, de la gestion des risques, de la psychologie. Et lorsque vous comprenez chaque phase du protocole, vous réalisez que les gens du Moyen Âge ne survivaient pas dans l'ignorance. Ils exécutaient un système qui fonctionnait. Aujourd'hui, nous allons reconstruire ce système, phase par phase, étape par étape. Phase 1, vent que les feuilles ne tombent, août à septembre. Le calendrier médiéval divisait la préparation hivernale en 3 phases distinctes. Chaque phase comportait des tâches spécifiques qui ne pouvaient être retardées. Manquait une échéance et la survie devenait incertaine. La phase 1 commençait le 1er août et se terminait le 29 septembre, la fête de la Saint-Michel. Les gens du Moyen Âge appelaient cette période la fenêtre de préparation. Les analystes modernes en survie l'appellent la phase de fondation, car tout ce qui suivait dépendait de la réussite de cette phase. Section 1. Le calcul du bois de chauffage. Les paysans médiévaux ne devinaient pas la quantité de bois de chauffage dont ils avaient besoin. Ils la calculaient, et les mathématiques qu'ils utilisaient révèlent quelque chose de remarquable sur leur compréhension de l'énergie thermique, 600 ans avant que la thermodynamique n'existe comme science formelle. Ils commençaient par les contraintes. Un foyer paysan typique, 4 personnes. Une pièce, environ 14 mètres carrés. Durée de l'hiver, Saint-Michel, 29 septembre, jusqu'à la Chandeleur, 2 février. Soit 126 jours de froid continu. Des expériences historiques reproduisant les conditions de chauffage médiévales démontrent qu'il fallait environ 50 kg de bois dur par jour pour maintenir des températures vivables et fournir du combustible pour la cuisine. Le calcul était simple. 126 jours x 50 kg égale 6300 kg. Plus de 6 tonnes de bois, par famille, chaque hiver. Mais c'est là que la précision médiévale devient évidente. Tous les bois ne produisaient pas la même énergie thermique. Les bûcherons médiévaux le savaient des siècles avant que quiconque ne mesure les unités thermiques britanniques ou ne calcule la densité énergétique. Le chêne était la référence absolue. Dense, combustion lente, haut rendement calorifique. 1 kg de chêne séché produisait environ 4 kWh d'énergie thermique. Le hêtre était presque équivalent. Le frêne était acceptable. Le bois de conifère était délibérément évité pour le chauffage principal. Pine, épicéa, sapin, trop de résine. Il brûlait trop vite, produisait une fumée excessive et créait des gerbes d'étincelles dangereuses qui pouvaient enflammer les toits de chaume. Le protocole spécifiait le chêne ou le hêtre pour les feux nocturnes et le chauffage principal. Les bois à combustion plus rapide étaient réservés aux feux de cuisson nécessitant une chaleur vive. Les foyers médiévaux commençaient à couper le bois de chauffage en août car le bois nécessitait un séchage. Le bois fraîchement coupé contient 50 à 60% d'humidité en poids. Cette eau doit s'évaporer avant que le bois ne brûle efficacement. Brûler du bois vert gaspille la moitié de l'énergie à faire bouillir l'eau au lieu de produire de la chaleur. Le protocole de séchage était précis. Il coupait le bois, il le fendait immédiatement. Il l'empilait selon un schéma spécifique qui maximisait la circulation de l'air. Ce schéma s'appelait un Holzhausen dans les régions germaniques. Des empilements circulaires avec l'écorce tournée vers l'extérieur, la face fendue vers l'intérieur. L'air circulait à travers le centre, la pluie glissait sur l'écorce. Correctement empilé, le bois perdait 30 à 40% de son humidité en 6 semaines. Au moment où la première neige arrivait, le bois était prêt. Ce n'était pas du folklore, c'était de la thermodynamique. Les paysans médiévaux calculaient les besoins énergétiques, optimisaient la sélection du combustible et concevaient des systèmes de séchage. Sans instruments,
sans éducation formelle, par pure connaissance accumulée. Section 2. Le renforcement de l'habitat. Une fois le bois de chauffage calculé et empilé, la priorité suivante était d'empêcher la perte de chaleur, car générer de la chaleur coûtait cher en travail. Conserver la chaleur était gratuit si c'était fait correctement. Les maisons médiévales étaient des structures simples, murs en torchis, toits de chaume, sol en terre ou en pierre. Aucune isolation au sens moderne. Pourtant, des expériences archéologiques démontrent que ces structures pouvaient maintenir des températures intérieures de 10 à 15 degrés Celsius au-dessus des températures extérieures avec des feux étonnamment modestes. Le secret était un calfeutrage systématique. Le protocole commençait par l'inspection des murs. La construction en torchis utilisait des branches tressées enduites d'un mélange d'argile, de paille et de fumier animal. Ce matériau se contractait et se dilatait avec les changements de température saisonniers. Fin août, des fissures apparaissaient. Chaque fissure était une fuite de chaleur. Le mélange de réparation était préparé en août. Argile des berges, paille de la récolte récente, fumier frais du bétail. Les proportions comptaient. Trop d'argile et l'enduit se fissurait à nouveau en hiver. Trop de paille et il manquait d'intégrité structurelle. Le ratio était généralement de 3 parts d'argile, 2 parts de paille, 1 part de fumier. Les maçons médiévaux savaient quelque chose que les scientifiques modernes des matériaux ont confirmé. Le fumier animal contient des matières fibreuses et des agents liants naturels. Il renforce la matrice d'argile et réduit la fissuration. Les ingénieurs romains utilisaient le même principe 1000 ans plus tôt. Chaque fissure était comblée. Chaque interstice était scellé. Le travail commençait au niveau du toit et progressait vers le bas. La gravité aidait le plâtre frais à se tasser et à adhérer. Mais les murs n'étaient qu'un début. Les fenêtres étaient les principaux points de perte de chaleur. Le verre était d'un prix prohibitif. La plupart des fenêtres paysannes étaient simplement des ouvertures dans le mur, parfois recouvertes de lin huilé ou de vessie animale pour la transmission de la lumière. Le protocole hivernal exigeait de sceller complètement ces ouvertures. Des volets étaient installés. Les espaces autour des volets étaient bourrés de paille ou de mousse. Dans les régions nordiques extrêmes, certains foyers condamnaient leurs fenêtres au mortier pour tout l'hiver, acceptant l'obscurité totale plutôt que la perte de chaleur. Cela semble extrême jusqu'à ce que vous compreniez le compromis. La perte de chaleur par une ouverture d'1 mètre carré équivalait à brûler 5 à 8 kg supplémentaires de bois de chauffage par jour. Sur 126 jours, cette ouverture coûtait 630 à 1000 kg de combustible supplémentaire. L'obscurité coûtait moins cher que tant de travail supplémentaire. La dernière étape du calfeutrage concernait le sol. Les sols en terre étaient recouverts d'une épaisse couche de paille ou de jonc. Cela servait 3 objectifs: isolation contre le froid du sol, absorption de l'humidité, et surtout une couche de surface renouvelable. Lorsque le dessus devenait souillé, de la paille fraîche était ajoutée. Au printemps, les couches compressées étaient retirées et utilisées comme engrais. Le sol était littéralement reconstruit chaque année. Les paysans médiévaux résolvaient les problèmes de rétention de chaleur par l'ingénierie systématique. Ils comprenaient la masse thermique, la perte de chaleur par convection et les propriétés isolantes de l'air piégé. Ils n'utilisaient simplement pas ces termes. Si ce niveau d'ingénierie médiévale vous surprend, un petit like aide les autres à découvrir que primitif signifiait souvent précisément calculé. Cela prend une seconde. Phase 2, quand les jours raccourcissent, octobre à novembre. La phase 2 commençait le 1er octobre et se terminait le 30 novembre. On l'appelait la saison des abattages. Non pas à cause de la violence, mais à cause de la conservation systématique de la nourriture qui déterminait si une famille vivait ou mourait. Section 3. Le protocole du mois de sang. Les anglo-saxons appelaient novembre le mois de sang. Le nom apparaît dans des manuscrits datant des années 800. La raison était spécifique. C'était le moment désigné pour l'abattage du bétail et la conservation de la viande. Le moment était calculé. Les animaux avaient engraissé sur le fourrage d'automne et les déchets de récolte. Les premières gelées étaient arrivées, fournissant une réfrigération naturelle pour le processus de conservation. Mais l'hiver profond n'était pas encore installé, permettant un travail extérieur prolongé. Le protocole était précis. Tous les animaux n'étaient pas abattus. Le cheptel reproducteur était conservé. Les jeunes animaux avec un potentiel de croissance étaient conservés. Seuls les animaux matures, et ceux peu susceptibles de survivre à la pénurie de nourriture hivernale, étaient désignés pour l'abattage. Pour un foyer paysan typique, possédant 2 porcs, 3 poules et un accès occasionnel au bétail communal, le calcul était simple. Un porc était abattu. Cela fournissait environ 80 à 100 kg de viande. Correctement conservée, celle-ci durait tout l'hiver et jusqu'au printemps. L'abattage lui-même était un événement communautaire.
parce que le travail était intensif et urgent. De la mise à mort à la conservation complète, il fallait 2 à 3 jours de travail continu. Les familles se coordonnaient. Une famille abattait le lundi. Les voisins assistaient. Cette famille rendait l'appareil quand les voisins abattaient le mercredi. Le processus était systématique. D'abord, le sang était collecté. Rien n'était gaspillé. Le sang était immédiatement cuit en boudin noir. Celui-ci devait être consommé dans les jours suivants. Donc, la première semaine après l'abattage signifiait manger une nourriture relativement riche. La carcasse était ensuite découpée. Des morceaux spécifiques recevaient des traitements de conservation spécifiques. Ce n'était pas aléatoire. Différents morceaux nécessitaient une manipulation différente en raison de leur teneur variable en graisse, de leur épaisseur et de leur durée de stockage prévue. Les morceaux maigres étaient salés. Le ratio de sel était critique. Trop peu et la croissance bactérienne continuait. Trop peu et la viande devenait immangeable même après trempage. Le protocole spécifiait environ 10 à 15% de sel en poids pour une conservation à long terme. Les manuels historiques de conservation documentent des ratios dans cette fourchette, bien que certaines sources mentionnent un salage plus léger de 3 à 4% pour la viande destinée à être consommée dans les semaines plutôt que les mois. Les morceaux plus gras étaient à la fois salés et fumés. Le processus de fumage nécessitait 7 à 10 jours. Un fumoir dédié ou une zone de cheminée était utilisée. Le choix du bois comptait. Les bois durs comme le chêne ou le noyer produisaient une fumée régulière avec une résine minimale. La température était maintenue basse, entre 20 et 30 degrés Celsius. Le fumage à chaud cuisait la viande. Le fumage à froid la conservait. La chimie est simple. La fumée contient des centaines de composés. Plusieurs sont antibactériens. Ils pénètrent la surface de la viande et créent une couche de conservation. Combinée avec le sel et la déshydratation, cette méthode pouvait conserver la viande pendant 6 à 8 mois. L'analyse archéologique de la viande conservée médiévale confirme que la croissance bactérienne était efficacement stoppée. Mais la viande n'était qu'un composant des réserves alimentaires hivernales. Section 4. L'ingénierie du stockage. La viande conservée était inutile sans un stockage approprié. Et le stockage médiéval n'était pas juste une cave creusée dans le sol, c'était un contrôle de température conçu sans réfrigération. Le protocole de stockage comportait 3 composants: la cave à légumes, le stockage du grain et le garde-manger actif. La cave à légumes était la fondation. Elle était creusée sous la ligne de gel, généralement à 1,5 m à 2 mètres de profondeur. La température à cette profondeur reste remarquablement stable. Même dans les régions avec de fortes variations de température en surface, la température souterraine à 2 mètres de profondeur ne varie que de 5 à 10 degrés tout au long de l'année. Les constructeurs médiévaux comprenaient cela empiriquement. La science moderne des sols explique pourquoi. La Terre a une masse thermique élevée. Elle absorbe et libère la chaleur lentement. Une fois que vous descendez sous la couche de surface active affectée par les cycles de température quotidiens, la Terre devient un régulateur de température naturelle. Les fouilles archéologiques de caves à légumes médiévales révèlent une conception sophistiquée. L'entrée se faisait souvent par l'intérieur de la maison, empêchant l'infiltration d'air froid. Le plafond était bas, réduisant le volume d'air nécessitant un refroidissement. La ventilation était minimale mais présente. Trop de circulation d'air augmentait la température. Trop peu causait l'accumulation d'humidité et la pourriture. À l'intérieur de la cave, les aliments étaient organisés par méthode de conservation et durée de stockage prévue. Les légumes racines allaient directement sur le sol en terre ou dans des caisses de sable. Carottes, navets, panais, betteraves. Emballés dans du sable légèrement humide, ceux-ci duraient 4 à 6 mois. Le sable empêchait la déshydratation tout en maintenant l'obscurité qui empêchait la germination. Les viandes conservées étaient suspendues aux poutres du plafond. Jamais en contact les unes avec les autres. La circulation d'air autour de chaque pièce empêchait l'accumulation d'humidité et la croissance de moisissures. Le stockage du grain était séparé. Le grain ne pouvait pas être stocké sous terre, car toute exposition à l'humidité causait la germination ou la pourriture. Le grain nécessitait un stockage sec, à température ambiante ou légèrement plus fraîche. La solution était des conteneurs scellés en céramique ou en bois stockés dans la partie la plus sèche de la maison, généralement près du foyer, mais pas assez près pour risquer des dommages dus à la chaleur. Les conteneurs étaient scellés avec de la cire d'abeille ou de la graisse animale pour empêcher l'accès des insectes et des rongeurs. Un foyer nécessitait environ 200 à 300 kg de grains pour l'hiver, principalement du blé, de l'orge ou du seigle selon l'agriculture régionale. Celui-ci était moulu en farine au besoin. Le broyage frais préservait la valeur nutritionnelle et réduisait l'infestation de charançons dans la farine stockée, bien qu'une certaine présence d'insectes était inévitable et acceptée comme normale.
Le garde-manger actif était la zone de stockage accessible à l'intérieur de l'espace de vie principal. Il contenait l'approvisionnement alimentaire de la semaine en cours. La logique était simple. Ouvrir la cave à légumes plusieurs fois par jour, libérer l'air froid et augmenter la température. Au lieu de cela, la cave était accessible une fois par semaine. L'approvisionnement d'une semaine était transféré au garde-manger actif. La cave restait scellée le reste du temps, maintenant une température stable. Les gens du Moyen Âge construisaient ce que les ingénieurs modernes appellent une chaîne du froid. Un protocole systématique de conservation et de stockage qui maintenait la sécurité alimentaire sans réfrigération motorisée. Ils ne comprenaient pas la microbiologie, mais ils comprenaient que le stockage froid, sec et sombre empêchait la détérioration des aliments, et ils concevaient des systèmes pour maintenir ces conditions. Section 5. Le plan de secours. Mais les protocoles supposent des conditions normales. L'hiver de 1315 n'était pas normal. Et si l'hiver durait plus longtemps que prévu? Et si la nourriture stockée était insuffisante? Et si la conservation échouait? Les paysans médiévaux avaient des plans de secours. Plusieurs niveaux de sécurité alimentaire. Le premier secours était le potage. Ce n'était pas une recette spécifique, c'était un concept. Un ragoût continuellement maintenu qui incorporait tout ce qui était disponible. La base était l'eau, le grain et les légumes racines. Cela mijotait dans une marmite suspendue au-dessus du feu, essentiellement pour toujours. Au fur et à mesure que les ingrédients étaient consommés, de nouveaux ingrédients étaient ajoutés. De l'eau était ajoutée pour maintenir le volume. Le potage était infiniment extensible. À court de nourriture, ajouter plus d'eau, le ragoût devenait plus clair, mais il y restait comestible. Ajouter des légumes verts cueillis, ajouter du vieux pain, ajouter des eaux pour la troisième ou quatrième ébullition. Tant que du liquide restait et que la chaleur était maintenue, quelque chose de comestible existait. Sur le plan nutritionnel, le potage était étonnamment adéquat. Les grains fournissaient des glucides et un peu de protéines. Les légumes racines fournissaient des vitamines et des minéraux. Si de la viande ou des os de viande étaient ajoutés, la teneur en protéines augmentait. L'analyse historique suggère que les régimes paysans basés principalement sur le potage pouvaient soutenir la vie indéfiniment, bien que pas confortablement. Le deuxième secours était la nourriture récoltée. Même en hiver, certains aliments restaient accessibles. Les noix stockées par les écureuils pouvaient être trouvées et prises. La loi médiévale interdisait souvent cela, mais les familles affamées ignoraient ces restrictions. Les pignons de pin des cônes de conifères. Les glands, bien que ceux-ci nécessitaient un traitement approfondi pour éliminer les tanins toxiques. Les cynorrhodons, riches en vitamine C, restaient sur les buissons jusqu'au début de l'hiver. Les familles désespérées creusaient dans la neige pour trouver des légumes racines gelés manqués lors de la récolte. Elles piégeaient de petits animaux. Elles pêchaient à travers des trous dans la glace. Le rendement était minimal, mais chaque calorie comptait en période de crise. Le troisième secours était la semi-inanition contrôlée. Cela semble sinistre, mais c'était une stratégie de survie calculée. Les gens du Moyen Âge comprenaient que l'activité réduite nécessitait moins de calories. Pendant les pires périodes hivernales, les adultes en bonne santé réduisaient délibérément leur consommation de nourriture et augmentaient leur sommeil. Ils hibernaient effectivement. Les archives historiques documentent cette pratique. Les récits des années de famine décrivent des familles dormant 16 à 18 heures par jour, ne se réveillant que pour entretenir les feux et consommer une nourriture minimale. Cela réduisait les besoins caloriques de 30 à 40%. C'était misérable. Mais cela fonctionnait. Les archives de 1844 documentent des citoyens français en Bourgogne passant des jours au lit, entassant leurs corps ensemble pour rester au chaud et manger moins de nourriture. Le dernier secours était le partage communautaire. Les villages maintenaient des réserves alimentaires communales, généralement contrôlées par le seigneur du manoir ou l'église. Dans des circonstances extrêmes, ces réserves étaient distribuées, pas également, pas généreusement, mais suffisamment pour empêcher la famine totale. Ce système de secours à plusieurs niveaux révèle une gestion sophistiquée des risques. Les paysans médiévaux comprenaient la probabilité. Ils savaient que la plupart des hivers étaient survivables avec des préparatifs standards. Ils savaient que certains hivers dépassaient les préparatifs standards. Et ils avaient conçu la redondance dans le système. Phase 3. Les mois sombres, décembre à février. La phase 3 commençait le 1er décembre et durait jusqu'au 2 février, la Chandeleur. On l'appelait la phase de survie. Toute la préparation était terminée. Maintenant, le protocole se concentrait sur la gestion des ressources et l'endurance psychologique. Section 6. La gestion du feu. La survie hivernale dépendait finalement d'une ressource critique, le feu. La nourriture pouvait manquer, la faim était supportable. Mais la perte du feu par moins 29 degrés signifiait la mort en quelques heures. La gestion du feu n'était pas désinvolte.
C'était un protocole formel avec des responsabilités désignées. Chaque feu de foyer nécessitait une attention constante. Le feu principal du foyer n'était jamais laissé s'éteindre complètement de décembre à février. Couvrir le feu pour la nuit nécessitait une technique spécifique. Avant le sommeil, le feu était alimenté avec les plus grosses bûches disponibles. Celles-ci brûleraient lentement pendant des heures. Une fois les bûches bien établies, le feu était recouvert d'une épaisse couche de cendre. Cela réduisait l'apport d'oxygène, ralentissant la combustion sans l'éteindre. Au matin, la cendre était ratissée, du petit bois frais était ajouté, et le feu était ravivé à partir des braises restantes. Cette technique nécessitait du savoir-faire. Trop de cendres et le feu mourait. Trop peu de cendres et le feu brûlait toute la nuit, gaspillant du combustible. Les récits historiques décrivent des maîtres du feu qui pouvaient couvrir un feu qui durait 12 heures avec une consommation minimale de combustible. Mais la gestion du feu était plus qu'une technique, c'était aussi de la psychologie. Les gens du Moyen Âge comprenaient que le feu n'était pas seulement de la chaleur, c'était la lumière dans l'obscurité, c'était la sécurité, c'était le centre de la vie sociale. Le foyer était l'endroit où les familles se rassemblaient, où les histoires étaient racontées, où les outils étaient entretenus, où la journée commençait et se terminait. Perdre le feu n'était pas seulement une crise physique, c'était une crise psychologique. C'est pourquoi les communautés avaient des gardiens du feu désignés. Si le feu d'une famille s'éteignait, un voisin fournissait des braises pour le rallumer. Refuser de partager le feu était parmi les pires violations sociales. Plusieurs codes juridiques médiévaux abordent spécifiquement cela. Refuser le feu pouvait entraîner l'expulsion de la communauté. Le calcul de la consommation de combustible était précis. 50 kg par jour était la base. Mais la consommation variait avec la température. Une nuit à moins 34 degrés nécessitait le double du combustible normal. Les familles surveillaient étroitement la météo. Lorsqu'un froid extrême approchait, du combustible supplémentaire était apporté à l'intérieur. Sortir jusqu'au tas de bois dans l'obscurité, par moins 34 degrés, était dangereux. Les gens du Moyen Âge géraient les ressources énergétiques avec une sophistication remarquable. Ils comprenaient l'efficacité thermique, ils comprenaient la budgétisation des ressources. Ils comprenaient que le feu était à la fois une nécessité pratique et une ancre psychologique. Section 7. La garde-robe d'hiver. Les vêtements d'hiver médiévaux n'étaient pas des couches aléatoires. C'était un système d'isolation calculé que l'équipement de plein air moderne ne fait que redécouvrir maintenant. La couche de base était toujours en lin, jamais de la laine contre la peau. Le lin absorbait la transpiration et empêchait l'humidité qui causait l'hypothermie. Par-dessus venaient plusieurs couches de laine, une tunique de laine, une deuxième tunique de laine, une cape de laine, des bas de laine et des moufles de laine. Pas de gants. Les moufles gardaient les doigts ensemble pour partager la chaleur, bien plus efficace que de séparer chaque doigt. Chaque couche ample emprisonnait l'air. L'air immobile est un excellent isolant. Les multiples couches créent des poches d'air qui retenaient la chaleur corporelle mieux que n'importe quel vêtement épais unique. Et les artisans médiévaux traitaient la laine avec des graisses animales et de la cire d'abeille, créant une résistance à l'eau. La laine cirée repoussait la pluie pendant des heures. Voici la connaissance critique. Si la laine était trempée, les gens du Moyen Âge continuaient de la porter. La laine mouillée isole toujours. Le coton mouillé vous tue. Ils comprenaient cela empiriquement des siècles avant la thermodynamique moderne. Les preuves historiques suggèrent qu'une famille paysanne typique possédait environ 9 kg de vêtements de laine, nécessitant des centaines d'heures de traitement estival. Tonte, nettoyage, filage, tissage. C'était de la préparation à la survie, pas du travail manuel occasionnel. Section 8. La psychologie de la survie. Mais le défi final était psychologique. 126 jours de froid, d'obscurité, de confinement et de monotonie mettaient les esprits à l'épreuve autant que les corps. Les gens du Moyen Âge concevaient des solutions. Premièrement, le sommeil communautaire. Tout le monde dormait ensemble sur des plateformes partagées empilées avec 60 cm de paille fraîche pour l'isolation, créant des matelas qui piégeaient l'air et séparaient les dormeurs du sol gelé. La proximité physique maintenait les liens sociaux et empêchait le désespoir de l'isolement. Deuxièmement, des célébrations programmées. Le calendrier médiéval incluait de nombreux jours de fêtes hivernaux, en particulier les 12 jours du 25 décembre au 6 janvier. Utiliser de la nourriture précieuse pour la célébration semble gaspilleur, mais le bénéfice psychologique était calculé. Les communautés qui maintenaient ces traditions avaient des taux de survie plus élevés que celles qui les abandonnaient. Troisièmement, une activité quotidienne structurée. Construction du feu matinal, préparation des aliments, entretien des outils, travail manuel, récit du soir. La structure fournissait un but. Le but empêchait le désespoir. La psychologie moderne de la survie
confirment que les groupes avec une routine endurent mieux les difficultés que les groupes sans structure. Les longues nuits d'hiver étaient le moment où le savoir se transmettait entre les générations. Technique agricole, fabrication d'outils, préparation des aliments. Les histoires étaient l'éducation, la préservation orale du savoir de survie, qui assurait la continuité des protocoles. Nous construisons une communauté de personnes qui reconnaissent que le savoir historique contient une sagesse pratique. Si vous appréciez d'apprendre ce qui fonctionnait vraiment, et non ce que nous supposons avoir fonctionné, rejoignez-nous en vous abonnant. Section 9. La validation. Ces protocoles fonctionnaient-ils vraiment? Les preuves archéologiques et historiques fournissent des réponses claires. L'analyse des restes squelettiques des cimetières médiévaux montre des schémas de mortalité. Les taux de décès augmentaient pendant l'hiver, comme prévu. Mais l'augmentation n'était pas catastrophique. La plupart des individus survivaient à l'hiver année après année. Les schémas de croissance osseuse indiquent que la plupart des gens connaissaient une pénurie alimentaire saisonnière, mais pas une famine suffisamment grave pour arrêter la croissance. Les archives historiques des tribunaux seigneuriaux, des documents fiscaux et des registres de guildes révèlent que les hivers normaux, même rigoureux, ne causaient pas de décès généralisés. Les communautés survivaient. L'hiver de 1315 était l'exception. Une éruption volcanique en Indonésie a perturbé le climat mondial. L'Europe a connu les conditions les plus froides et les plus humides depuis des siècles. C'était la grande famine et la mortalité était sévère, mais de manière significative, les régions qui maintenaient les protocoles de préparation traditionnels s'en sortaient mieux que celles qui les avaient abandonnés. L'archéologie expérimentale moderne valide les techniques médiévales. Une expérience de 2013 en Russie a placé le chercheur Pavel Sapojnikov dans une ferme médiévale pendant 6 mois en hiver en utilisant uniquement des outils, des vêtements et un abri du IXe siècle. Il a survécu confortablement. Les protocoles fonctionnaient. La préparation hivernale médiévale n'était pas de la superstition ou de la chance. C'était de l'ingénierie efficace basée sur des siècles de connaissances accumulées. Les paysans médiévaux n'étaient pas des gens primitifs espérant survivre. C'étaient des ingénieurs exécutant des systèmes raffinés. Ils comprenaient la gestion de l'énergie, la science alimentaire et l'atténuation des risques sans terminologie moderne. Et peut-être qu'en comprenant ce qu'ils savaient, nous reconnaissons ce que nous avons oublié. Pas les techniques spécifiques, mais les principes, que la préparation compte, que le savoir doit être préservé, que la survie est systématique, non accidentelle. Cette vidéo fait partie d'une série examinant le savoir technique médiéval. La prochaine vidéo couvre comment les forgerons médiévaux créaient de l'acier qui durait 800 ans alors que les outils modernes échouent en 2 ans. Abonnez-vous pour continuer cette exploration de l'ingénierie oubliée. Merci d'avoir regardé.